Thomas a isolé une section de l'émission d'hier, si vous ne l'avez pas encore vu, sur le fait que Donald Trump était de plus en plus incontrôlable. C'est quelque chose d'assez saisissant où à mesure que sa campagne est en difficulté, à mesure où il est dominé dans les sondages par Kamala Harris, à mesure où il est aussi ringardisé par l'âge de Kamala Harris et son enthousiasme, Trump perd le contrôle. D'un côté, il y a sa campagne qui sait comment remettre Donald Trump en route, comment attaquer Kamala Harris, et lui qui n'arrive pas à avoir cette discipline. Donc allez voir cette émission, elle est complètement folle, cette section, ce montage, justement où lui aussi était en Caroline du Nord pour parler économie. Il n'a pas réussi à parler économie parce que il ne fonctionne pas comme ça. On a vécu la même chose hier après-midi où il a fait une conférence de presse sur le coût de la vie, l'ironie de la chose. Il fait une conférence de presse sur le coût de la vie, les souffrances des Américains depuis son country club golf privé dans le New Jersey, avec derrière lui un des bâtiments qui est estimé à plusieurs millions de dollars. Donc l'idée de venir vous dire voilà, les Américains payent cher les morceaux de bacon ou les céréales, alors que on est dans un endroit réservé à des millionnaires et que lui-même est milliardaire, c'est un petit peu compliqué. Et même là, il n'a pas réussi à tenir le fil. Il avait prévu, par exemple, pour vous dire comment il n'a même pas réussi à tenir le fil, il y avait tous ces props derrière, tous ces aliments derrière lui qu'il devait présenter pour expliquer l'évolution des prix liés à l'inflation. Et il a même oublié de le faire. Ils ont été obligés, la campagne Trump, de refilmer une vidéo après pour expliquer tout ça. Et donc, on a vu encore une fois que Trump n'arrive pas à garder le contrôle. Et on parle même de d'un côté de maladif, de folie, en se demandant ce qui se passe chez Trump. Et ce ne sont pas forcément des gens de la gauche américaine qui disent ça. On va écouter Frank Luntz. Frank Luntz, c'est un consultant républicain qui continue à travailler pour le Parti républicain, pour des candidats républicains, qui a travaillé pour la campagne Trump et qui était hier invité de MSNBC où il s'est demandé ce qui se passait dans la tête de Donald Trump. On écoute tout de suite Frank Luntz. Is that initially when Joe Biden, Democratic nominee, Trump was playing on his turf, reaching out to his voters. And that's why you saw 2, 3, maybe even a 4-point advantage for Trump. These were people who were disappointed, disengaged with the Democratic Party. Now it's exactly the opposite. These are ex-Republicans, ex-conservatives who are looking at Trump and his personality, the whole Trump fans ticket, and they're saying this is not what I want. I want to be clear about this. The two issues that matter most are immigration and inflation. And on those issues, Donald Trump still has the advantage over Harris. But on these personality traits, Harris has a tremendous advantage over Trump. And there are people who had voted for Trump in 2020 that will not vote for him again because they're tired of his rude and abusive behavior. He is literally losing this election. And I'm starting to wonder, does he want to lose? Is this something that's going on inside his head simply because he doesn't want to be president for 4 more years? Because no sane person would campaign the way Donald Trump is campaigning. Donc Luntz explique qu'aucun candidat qui est sain d'esprit mènerait une campagne comme Donald Trump est en train de mener, qu'il a même le sentiment, vu de l'extérieur, est en train de se demander si Trump ne fait pas tout ça pour volontairement perdre, parce que finalement il ne se voit pas être pendant encore 4 ans à la Maison-Blanche. En tout cas, voilà, c'est un républicain qui est toujours républicain. C'est pas quelqu'un qui a quitté le Parti républicain parce que Trump est arrivé. C'est effectivement, comme nous le dit Elisabeth, un jugement extrêmement sévère. Et puis, dans la réalité, Trump ne va pas changer.
Et on va l'écouter hier justement, j'ai juste sélectionné juste un extrait où il explique que c'est son droit, qu'il a le droit d'attaquer, de faire des attaques personnelles contre Kamala Harris, et qu'il va le faire parce qu'il ne la respecte pas et il ne respecte pas son intelligence. Ce sont des points que tous ses alliés républicains lui demandent de laisser tomber, de passer sur les sujets qui sont importants pour les Américains, dont l'économie, d'où le discours à venir de Kamala Harris qu'on va vous faire vivre en direct. Et Trump dit non, moi j'en ai rien à faire, je suis là pour attaquer Kamala Harris. On écoute Donald Trump. I think I'm entitled to personal attacks. I don't have a lot of respect for her. I don't have a lot of respect for her intelligence. Donc, ça, c'était l'environnement de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Je crois que ça fait 27 jours que Kamala Harris est désormais candidate. On approche de la barre du mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que cette lune de miel, ce que nous disaient les experts de plateau, que cette lune de miel entre Kamala Harris et l'Amérique allait durer quelques jours. On nous parlait d'un rebond et puis on retournerait sur la réalité. Ça fait bientôt un mois. Nous sommes à 80 jours de l'élection présidentielle. Il y a urgence du côté de la campagne Trump pour reprendre la main et venir rattraper désormais Kamala Harris. Mais en fait, tout ça pour moi, ça a été une sorte de préparation à ce qui s'est passé hier. Donc hier, il y a eu cette conférence de presse en extérieur pour parler du coût de la vie depuis un endroit, comme je vous le disais, réservé à l'élite américaine, l'élite financière américaine. Et puis en fin de journée, il y avait une autre cérémonie à l'intérieur cette fois-ci où il a reçu Miriam Adelson. Miriam Adelson, c'est une des femmes les plus riches des États-Unis, la propriétaire à Las Vegas, pour celles et ceux qui le connaissent, du casino le Venetian, et c'est pour ça que je ne joue pas au poker au Venetian. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis un joueur de poker, donc je ne joue pas là-bas. Et donc depuis des années, les Adelson sont une des familles qui soutiennent le plus les républicains aux États-Unis, et entre autres depuis 2016, Donald Trump, les Adelson ont versé 20 millions de dollars dans les derniers mois de sa campagne en 2016, 5 millions pour payer sa cérémonie d'investiture, 500 000 dollars pour payer ses frais d'avocat lors de l'enquête sur le Russia Gate, et en 2018, 130 ou 180 millions de dollars pour aider les candidats républicains à garder le contrôle du Sénat et du Congrès. Ça n'a pas été un succès, mais en tout cas, voilà, des dizaines, des centaines de millions. Et en 2018, et ça avait fait un mini-scandale à l'époque parce que tout le monde avait bien compris pourquoi, Donald Trump avait donné la médaille présidentielle liberté, Presidential Freedom, à Miriam Adelson. Cette médaille-là, c'est la plus haute distinction civile que le président des États-Unis peut distribuer à des citoyens américains. Très souvent, ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire des arts américains, de la politique, de l'industrie, et aussi et surtout depuis Trump, même si ce n'a pas été le seul à aller dans ce sens-là, même si des présidents démocrates ont fait pareil, c'est aussi pour récompenser des alliés de longue date. C'est ce qu'a fait Donald Trump en récompensant y compris des alliés politiques comme Jim Jordan, qui est au niveau de la Chambre des représentants, qui est son chien d'attaque, celui qui mène toutes ces enquêtes qui n'ont aucun sens sur, par exemple, Joe Biden et Hunter Biden, etc. Il les a récompensés, et c'était clair que cette récompense était pour remercier Miriam Adelson de tout les millions de dollars qu'elle a versés pour permettre à Donald Trump d'arriver à la présidence et puis de tenter d'y rester en 2020. Ça n'a pas réussi. Hier, Miriam Adelson était invitée de Trump
à Bedminster, donc parce que elle vient justement après plusieurs semaines de négociations et d'hésitation de signer un gros chèque à la campagne Trump pour lui permettre de gagner en novembre. On parle de au moins 20 à 30 millions de dollars au minimum. On verra lorsqu'on aura les comptes de campagne qui seront publics. Et donc hier, Trump a fait un discours pour la remercier en revenant sur cette remise de la médaille. Et on va l'entendre dans ce discours. Il compare cette médaille civile, qui maintenant est un petit peu donnée à tout le monde et n'importe qui, à la fameuse Medal of Honor, qui est la plus haute récompense militaire, qui est versée aux héros américains blessés, souvent morts parfois au combat, en tout cas des anciens militaires ou des militaires de carrière qui ont eu des actes héroïques. Et donc non seulement Trump a comparé les deux médailles, mais en expliquant que celle que lui donnait, forcément c'est lui, était meilleure et que c'était mieux parce que, comme vous allez l'entendre, la médaille militaire, elle est souvent donnée soit à des gens qui sont morts, comme je vous l'ai dit, soit à des gens qui sont mutilés parce qu'ils ont été blessés par beaucoup trop de balles au combat. Et que par contre, la donner à Miriam Adelson, c'était mieux parce que c'est une belle femme en bonne santé. On écoute Donald Trump. I have to say, Miriam, I watched Sheldon sitting so proud in the White House when we gave Miriam the Presidential Medal of Freedom. That's the highest award you can get as a civilian. It's the equivalent of the Congressional Medal of Honor, but civilian version. It's actually much better because everyone gets the Congressional Medal of Honor. That's soldiers. They're either in very bad shape because they've been hit so many times by bullets or they're dead. She gets it, and she's a healthy, beautiful woman. It's right. And they're rated equal. Donc, comme je vous le disais, et je ne suis évidemment pas le seul d'entendre cette partie du discours de Donald Trump qui met en avant comment sa médaille est mieux, surtout parce que les personnes à qui il la remet sont dans un meilleur état que des militaires blessés au combat. Ça m'a rappelé tout un parcours de citations de Donald Trump qui a un véritable problème avec les soldats américains qui ont été blessés, qui sont morts au combat, au service de leur pays, ou qui ont été capturés. On reviendra sur les déclarations qu'il a faites contre John McCain, par exemple, et toute une série donc de déclarations. Je n'ai pas été le seul, puisque la campagne Harris Walz a publié un communiqué de presse, et oui, c'est totalement choquant, en expliquant que d'un côté c'est choquant, mais ils ne sont pas surpris parce que la seule chose qui intéresse Donald Trump, c'est lui-même, et que il a depuis toujours attaqué les familles Gold Star. Les familles Gold Star, c'est une récompense qui est donnée aux familles lorsque un de leurs enfants, par exemple, ou leur mari, est mort au combat, et donc ce sont des gens que Trump a attaqués, et donc ils reviennent sur différents propos. On va écouter cette analyse justement qui a été faite sur MSNBC du discours de Trump, et qui sont revenus sur les différents moments lors de la présidence, des campagnes et la présidence Trump, où il s'est attaqué aux anciens combattants, aux blessés, aux prisonniers, à ceux qui sont morts pour les États-Unis, pour souvent sauver la démocratie. Il a refusé de visiter un cimetière militaire en France qui honorait les soldats morts lors du débarquement en Normandie. On écoute tout de suite sur MSNBC. And you said it right. This is shocking, but not surprising because of the pattern. This is not a one-off. This is the way he thinks about people who serve the country in uniform. In 2015, Trump mocked, of course, late Senator John McCain for having been a prisoner of war. Remember, he said, quote, "I like people who weren't captured."
According to The Atlantic, Trump repeatedly questioned the intelligence of service members and requested wounded veterans be excluded from military parades. He canceled a trip to pay respects to America's war dead in Europe, reportedly asking staff members, quote, "Why should I go to that cemetery? It's filled with losers," talking about Americans who died in war. In a separate conversation, Trump referred to the more than 1,800 Marines who lost their lives at Belleau Woods as suckers for getting killed, suckers. And when a U.S. Navy SEAL was killed in a covert mission in Yemen, Trump, who was the commander-in-chief, passed the blame to his generals, saying, quote, "They lost Ryan." Eugene Robinson, though, boy, that clip really captures Donald Trump, doesn't it? I mean, it's infuriating to those of us who have such deep respect for military veterans and for those who earn the Congressional Medal of Honor. But it shows who he is, which is he doesn't understand the sacrifice of the people who earned that award. But boy, if you're famous and you're rich and he perceives you as beautiful and you meet the casting call, you're the real winner. Yeah, there's something really warped inside of him. Donc voilà, donc un petit rappel, vous avez vu, il y a de nombreuses citations de Trump traitant en disant pourquoi je dois aller dans ce cimetière militaire américain, en expliquant que les gens qui sont enterrés là, bah, ce sont des perdants parce qu'ils sont morts au combat. Donc évidemment, c'est quelque chose qui circule depuis 2020. Donald Trump a toujours expliqué que tout cela était faux, c'était des inventions des fake news. Les propos qu'il a tenus hier vont plutôt dans le sens de démontrer que c'est quelque chose qui est ancré profondément en lui. Et en fait, il y a quelque temps, CNN a confirmé que ces propos venaient de John Kelly, qui était le chef de cabinet de Donald Trump et qui a été le récipiendaire et le témoin de ces propos-là. On écoute donc les souvenirs de John Kelly racontés sur CNN. The first time ever, Kelly sets the record straight with on-the-record confirmation of a number of damning details about Donald Trump from background sources, including from a 2020 Atlantic story reported with unnamed sources by editor-in-chief Jeffrey Goldberg, including the stunning detail that Trump turned to Kelly on Memorial Day at Arlington National Cemetery in 2017 and asked, "I don't get it. What was in it for them?" This is Kelly confirming on the record stories of Trump insulting Senator John McCain and former President George H.W. Bush because in Vietnam and in World War II, respectively, the former aviators were shot down. Kelly describes Trump as, quote, "a person that thinks those who defend their country in uniform or are shot down or seriously wounded in combat or spend years being tortured as POWs are all, quote, suckers because, quote, there is nothing in it for them. A person that did not want to be seen in the presence of military amputees because, quote, it doesn't look good for me. A person that demonstrated open contempt for a Gold Star family, for all Gold Star families, on TV during the 2016 campaign." Donc voilà, pour reprendre le contexte, lorsque il y a quelques mois, on va la voir, justement, la campagne Biden-Harris à l'époque avait fait une publicité autour de ce thème-là. La campagne Trump avait demandé le retrait immédiat de la publicité, des excuses, tout ça en expliquant que c'était faux. Et donc, Kelly avait fait ce courrier pour confirmer que tout était vrai, que Donald Trump ne souhaitait pas être mis en présence de militaires qui avaient été mutilés au combat parce que ça ne donnait pas une bonne image de Donald Trump et qu'il ne comprenait pas pourquoi un soldat acceptait d'aller prendre le risque de se faire tuer au front alors qu'il n'avait rien à y retirer de manière personnelle. Donc voilà, on va voir cette fameuse pub de campagne de Biden qui avait démarré cette tentative du côté de Trump de dire que tout ça était faux, qui avait été corrigé par Kelly et qui en fait est confirmé par les propos de Trump hier.
Donc voilà, un sujet extrêmement grave, surtout que Donald Trump a ce positionnement en permanence d'être le plus patriote des patriotes, et en expliquant qu'il représente la loi et l'ordre et soutient la police lorsque l'on sait que c'est lui qui est justement condamné et qu'il soutient donc l'armée et qu'il est le meilleur président pour l'armée américaine, lorsque dans la réalité il a l'ensemble de tous ses propos d'une gravité, d'une grossièreté extrême, dans le même temps, je suis désolé hein, en termes de morale, une association justement d'anciens combattants avait fait aussi un spot publicitaire pour s'attaquer aux propos de Donald Trump en donnant la parole aux familles qui avaient perdu un mari ou un enfant au combat. On regarde ça tout de suite. My stepson was not a loser. My son is not a loser. My son, Matthew, is not a loser. My stepson was not a sucker. Lance Corporal Alexander Scott Arredondo died in Najaf, Iraq in 2004. My son, Sergeant James Anthony Ayub II, gave his life in Kandahar, Afghanistan in 2010. Mi hijo, Jesús Alberto Suárez del Solar, y murió en la guerra de Irak. Honorably serving his country. That is something Donald Trump will never know. That's something that Donald Trump will never understand. My message to Donald Trump is this: you have no right being the commander-in-chief. Usted no conoce lo que es el sacrificio. Voilà, en tout cas, l'effet positif du discours de Donald Trump et de faire remonter toutes ces propos précédents, ces polémiques, ces atrocités dites par Trump, de les faire remonter au devant de l'actualité. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.